Bonjour et bienvenue sous notre beau soleil. Aujourd'hui, on reçoit Audrey, passionnée depuis toujours par les relations humaines. Elle est aussi sexologue et thérapeute de couple. À travers son métier, elle accompagne des femmes, des hommes et des couples dans leur intimité, leurs questionnements, leurs difficultés, mais aussi dans la façon de communiquer. Dans cet épisode, Audrey va nous raconter son parcours et son expérience. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par cette nouvelle histoire. Bonne écoute! Salut Audrey Bonjour Julia. et bienvenue sous notre beau soleil. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton travail, donc thérapeute de couple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter ? Oui, bien sûr. Donc Audrey Izoard, je suis thérapeute de couple et aussi sexothérapeute. Donc je me suis installée en cabinet à Beau Soleil. Je suis située à l'Alcazar, en fait au Medical Center One. Et je reçois des personnes célibataires, aussi bien des couples, sur des questions sur leur vie affective, leur sexualité, leur rapport à leur corps et finalement à l'autre aussi. Et ça fait pas longtemps que tu es installée du coup à Beau Soleil, c'est ça ? Oui, j'ai commencé en ligne et c'est depuis le début de l'année où j'ai pu trouver ma place à Beau Soleil. Et toi, tu viens de Beau Soleil ou tu viens d'où ? Oui, alors moi j'ai une longue histoire familiale avec Beau Soleil et par quelques parenthèses, j'y ai toujours vécu. Ok, donc tu es un enfant quand même de Beau Soleil Oui, qui se tout à fait. réinstalle sur Beau Oui, Soleil. oui. Et pourquoi tu as choisi ce métier-là ? Alors, j'étais avant dans l'accompagnement des personnes dans leur vie professionnelle. Et c'est vrai que alors peut-être pas l'intimité, mais c'est vrai que finalement leur vie affective, leur vie à la maison transparaissait beaucoup dans leur métier et prenait beaucoup de place parfois. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée parce que la relation de couple, elle est un peu unique. Il n'y a pas d'autres relations qui peut avoir aussi d'intensité, des hauts et des bas. Des choses qui procurent beaucoup d'émotions. Donc je trouve que c'est très intéressant et de manière générale, il y a beaucoup de tabous aussi. Et je pense que c'est là où il y a du travail à faire, là où on peut délier les langues, aider les personnes qui seraient en souffrance. Donc je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a tellement d'aspects, que ce soit, moi j'ai des questions purement anatomiques, très psychologiques, et puis finalement, voilà, cette relation où il y a 3 entités, il y a une personne 1, une personne 2 et le couple, donc complexe. Ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours pour en arriver là ? Là, aujourd'hui, tu deviens donc thérapeute de couple et sexologue. Comment tu as transitionné vers ça ? Alors moi, j'ai fait une formation donc, de thérapie de couple, évidemment, de sexothérapie, de sexologie et aussi un DU de santé sexuelle qui était inclusif, c'est-à-dire que on prenait en compte les personnes qui subissent le racisme, les seniors, les personnes en situation de handicap, les personnes en minorité de genre, toute relation, on va dire, orientation romantique et sexuelle. Ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de pouvoir recevoir tout le monde et de ne pas avoir de biais, on va dire, de discrimination. Donc, oui, parce que toi, tu peux recevoir donc toutes les religions, les ethnies, tous les âges aussi, du coup. Oui, moi, je reçois les personnes majeures. Après, Oui. j'ai des consoeurs, confrères qui font aussi des ados. Mais moi, c'est vrai que je reçois à partir de 18 ans. Et après, Il n'y a pas d'âge. Oui, effectivement. Après, je n'ai pas de clients encore très, très âgés. Mais j'espère que ça pourra peut-être ouvrir la place. C'est clair. Mais après aussi, pour les personnes âgées, c'est un peu plus dur de se livrer aussi, vu qu'ils ont pas... C'est moins dans les mœurs. La thérapie, de manière générale, à l'époque, n'était pas considérée de la même façon. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Je pense que c'est tellement peu routinier. J'ai des parcours de vie, des histoires incroyables et ça demande beaucoup de créativité. Je pense que ça, je l'avais finalement sous-estimé, de voir à quel point voilà, ça me fait toujours apprendre, toujours chercher des ressources. Et voilà, chaque personne m'apporte quelque chose et je vais aller chercher des solutions et m'adapter à l'autre. Donc ça, c'est vraiment très riche. Pour rentrer un peu plus dans ce qui est vraiment ton cœur de métier, qu'est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste en fait, vraiment être thérapeute de couple et du coup sexologue ? Oui. Alors, donc mon travail, c'est l'écoute et c'est la parole. Spécifiquement, bien sûr, dans le couple, il peut y avoir des entretiens individuels, mais c'est majoritairement à deux. Et là, il peut y avoir des outils qui rentrent en compte.
Donc moi, j'ai une vision, ce qu'on appelle un peu les thérapies systémiques et les thérapies intégratives. Donc je suis plutôt terre à terre et je suis plutôt sur voilà, des techniques de communication, se pencher peut-être sur le passé, mais beaucoup sur le futur et sur du pratique, on va dire, pour vulgariser un peu. Sur de la sexothérapie et de la sexologie, évidemment, donc moi, je ne touche pas les personnes, je ne prescris rien, je ne suis pas un professionnel de santé ou médecin, mais voilà, je peux aider les personnes dans se sentir mieux dans leur corps, comprendre si elles sont dans les normes, c'est quelque chose qui revient beaucoup, la normalité, et puis après, il peut aussi y avoir aussi des sessions à deux en sexothérapie. Mais principalement, voilà, mon travail, c'est l'écoute et la parole. Tu dirais que quand... c'est à quel moment qu'il faut consulter dans un couple? C'est quoi les signaux qui font qu'il faudrait peut-être consulter, quoi? Alors, malheureusement, on sait que la thérapie de couple, on n'a pas forcément une bonne vision, parce que la vision qu'on a souvent, c'est à travers les films et les séries, donc un peu caricaturale, un peu, surtout les séries américaines, assez... grandiloquente, enfin quelque chose d'un peu caricatural, oui. Bon, pas la réalité en tout cas. Donc, pour revenir à ta question, c'est vraiment ne pas attendre d'aller trop mal et de dire c'est le dernier recours. Moi, j'ai des personnes qui arrivent en disant là, on est au bout du rouleau, ça va pas du tout, on n'endort pas, on pleure. Ils sont dans un état, malheureusement, où c'est difficile après, quand on arrive à ces extrêmes-là, de revoir le positif dans le couple pour eux et d'aller le chercher pour moi. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vu comme un dernier recours, alors qu'il pourrait être là en prévention et de dire, il y a cette thématique qui revient, il y a cette problématique qui est constante, on n'arrive pas à trouver des solutions seuls, donc peut-être on se fait accompagner et il y a quelqu'un qui est extérieur qui peut nous guider à trouver des solutions. Et pas d'attendre d'être en crise profonde. Oui, il faudrait prendre le problème un peu avant que ça soit quelque chose qui dégénère un peu trop et qui prenne trop de place, quoi. Exactement, comme en santé physique, en fait, de dire, on fait peut-être, si on se sent un peu fatigué depuis longtemps, on fait peut-être un check-up et on reprend les choses à la base et on reprend notre hygiène de vie avant d'attendre d'aller trop mal. Oui, ça, je pense que c'est important de le dire pour les gens qui hésitent même. Oui. C'est un peu comme un psychologue, finalement, tu vas le voir... il faudrait le voir un peu tout le temps pour essayer d'aller bien sur le... Il y a des périodes difficiles de ne pas hésiter, en fait. Ouais. Et comment ça se déroule une séance si par exemple, tu peux nous faire les deux, si tu es célibataire ou si tu es en couple, comment une séance type, même si j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de séance type, mais comment toi tu fais le déroulé un peu de ta séance? Donc une première séance, en fait, ça va être l'anamnèse, ça va être cette espèce d'interrogatoire, mais que j'espère n'est pas vécu comme tel parce qu'on prend le temps. Déjà, forcément, je me présente, la personne se présente rapidement, et puis je pose le cadre. Pour être en sécurité, il y a un dialogue, il y a un respect, il y a des conditions, mais surtout, moi, je sais que je dis à la personne qu'à tout moment, elle peut faire une pause, elle peut ne pas répondre à mes questions, se lever si ça lui fait du bien, sortir prendre un verre d'eau dans la salle d'attente. Et puis, on prendra le temps d'arriver à des sujets sensibles. Et après, je propose, on va dire, deux versions en sexothérapie souvent. Il y a des personnes, ils ont besoin de sortir, on va dire, la demande rapidement parce que c'est très pesant. Et d'autres, il faut un peu. avoir une certaine confiance. Donc, soit je pose des questions, comme nous, on se présenterait. Qu'est-ce qui nous occupe dans la vie, nos passions, notre entourage, conjoint, conjointe. De comprendre la personne dans toute sa globalité, dans cette complexité, parce que de toute façon... en sexothérapie, on ne s'arrête pas juste à l'intimité. Et sinon, il y a des personnes qui ont besoin de me dire de suite leur demande et après, j'écoute leur histoire et après, je vais chercher les éléments complémentaires. Et vraiment, si on est célibataire, par exemple, pour quelle problématique on pourrait venir te voir ? Alors, il peut y avoir des dysfonctions et des blocages sexuels. Donc là, on va dire sur vraiment le cœur du métier. Mais bien au-delà, en fait, il peut y avoir des relations. Il y avait des schémas répétitifs
où il y avait, on peut entendre la relation toxique un peu qu'on entend beaucoup, des relations qui en tout cas sont déroulées de manière très difficile, un rapport à son corps, à soi et à l'autre qui est difficile, et quelque part, se sentir bien dans son corps et dans sa tête avant d'aller vers une autre relation. Mais d'autres personnes qui finissent des relations de 30 ans et qui n'ont plus été dans la séduction et qui ne savent pas forcément comment faire. Donc c'est assez varié finalement, soit célibataire ou en couple. Et tu reçois quel genre de couple est-ce qu'il y a des idées reçues sur ton métier? On pourrait croire que c'est plutôt des jeunes ou des couples. Enfin, je sais pas. Est-ce que déjà tu sens qu'il y a une idée reçue sur ton métier? Il y a des idées reçues sur la sexothérapie, beaucoup. Oui. C'est vrai que c'est mal compris, il y a ce côté un peu sulfureux, etc. Alors que moi, j'en parle comme je parlerais de n'importe quel sujet, évidemment. Mais voilà, souvent, il y a la demande et puis il y a ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est souvent, est-ce que je suis considérée, est-ce que je suis aimée, est-ce que je suis normale, et puis ça, c'est un peu des questions universelles. Oui. Et là, tu parlais du coup de la sexologie, mais est-ce que les gens viennent plus te voir? Enfin, est-ce que tu as plus de clientes? C'est des clients qu'on dit ou des patients? Moi, je dis cliente parce que je ne suis pas professionnelle de santé. D'accord. Donc, c'est des clients qui viennent te voir plutôt pour des thérapies de couple ou plutôt pour le sexe, quoi? Alors, je pense que c'est lié, on va dire, au contexte géographique. Il y a un peu plus de thérapeutes de couple dans le coin que de sexo. Donc, je suis beaucoup demandée pour la sexo, mais je fais des sexothérapies de couple. Et il y a de la thérapie de couple où il va y avoir des sujets plus variés. Et là, tu parlais de l'âge. C'est vrai que globalement, on va dire, les couples qui me consultent, ils ont entre 20 et 45 ans. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. C'est une grande fourchette quand même. Ouais. Oui. Mais sinon, en individuel, je vais avoir du 19, 68 ans, on va dire. Donc, c'est assez large. Ah ouais, même 19 ans, c'est... Je pensais pas que les personnes consultaient aussi jeunes, quoi. Ouais. Mais c'est bien parce que ça peut... tu prends le problème à la racine et du coup, pas avoir de... Enfin, quand t'es jeune, la sexualité, c'est un peu compliqué à l'adolescence et tout. Tu pars sur des bonnes bases, quoi. Oui, je pense que aussi ça... On parle beaucoup des réseaux sociaux en négatif, mais ça a eu aussi le mérite de vulgariser, de normaliser aussi la thérapie, la sexothérapie, et quelque part de dire... tout le monde a droit à se sentir bien dans son corps et dans son intimité. Oui, c'est clair. Et là, on va parler un peu du couple d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la communication dans les grandes lignes? Est-ce que tu penses que les couples communiquent bien par rapport aux réseaux sociaux, justement, comme on en parlait? Est-ce que tu penses que ça a un impact, les choses comme ça Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a eu un avant et après les réseaux sociaux, mais c'est pas pour tous les couples. Je pense peut-être plus pour les jeunes générations, où il va y avoir beaucoup plus malheureusement, de traquage, de surveillance. J'entends beaucoup la question de l'ex ou des likes, des abonnements qui sont suivis. Donc ça, c'est vrai que ça crée des situations où s'il y a un terrain de jalousie, ça va alimenter et ça va être vraiment difficile. Alors que ça devrait être un jardin secret, ben là, c'est exposé à tout le monde. Donc c'est un sujet qui peut revenir au niveau des réseaux sociaux, oui. Mais ça veut dire à la base, c'est pas le problème des réseaux sociaux, c'est le problème d'un manque de confiance en soi, une jalousie, et un manque de confiance, etc. Et tu trouves que les couples d'aujourd'hui, ils sont quand même assez sains ou tu vois de tout, quoi? Oui, je pense que déjà mon avis il est biaisé parce que je vais voir des personnes qui ont des problèmes. Maintenant, je suis pas une experte pour juger si les nouvelles générations sont plus saines ou pas. Après, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est ah oui, mais à l'époque, on restait, on se battait, etc. Moi, j'aimerais bien remettre dans le contexte le fait que à l'époque, il n'y avait pas forcément le choix de rester ensemble ou pas, et notamment les femmes qui n'avaient pas forcément d'emploi et qui avaient une présence sociale très forte à rester. Donc, il ne faut pas romantiser non plus des situations, on ne peut pas comparer. S'il y a des couples qui se terminent, ce n'est pas non plus un drame parfois, c'est qu'on est capable de passer à autre chose et de prendre soin de soi avant tout, avant de prendre soin de soi de son couple.
Donc moi, je ne suis pas là pour faire que le couple il reste à tout prix ensemble non plus. C'est pas le but. Oui, toi, quand tu reçois un couple, ton but, c'est pas de les réparer coûte que coûte, quoi. C'est ça. Déjà, moi, je suis personne pour... des fois, les gens disent, vous pensez qu'on doit rester ensemble, quoi. Moi, je pense rien du tout. Je vous accompagne si vous voulez tous les deux d'accord pour faire cette thérapie, pour vous comprendre mieux, pour aller mieux ensemble et continuer. Mais voilà, s'il y a des situations trop difficiles ou voire dangereuses, là, ça vaut pas le coup, quoi. Oui, c'est clair. Et ça t'est déjà arrivé de recevoir un couple et tu te dis, je vais prendre le mec, hein, et tu te dis, oula, lui, c'est compliqué. Enfin, ça se voit que ça va pas du tout entre eux et que c'est plutôt sa faute à lui, qu'il est toxique, comme on disait tout à l'heure ou quoi. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose de flagrant comme ça au premier rendez-vous et tu te dis, ça va être compliqué, quoi. Oui, alors il y a la thérapeute qui va dire je vais forcément incarner mon rôle, mais il y a la personne derrière et des fois je peux voir des situations où oui, je suis pas à l'aise, où je vois des choses qui sont inquiétantes. Donc, et comment tu réagis dans ces moments-là? C'est là où c'est difficile parce que moi, j'essaye d'avoir une position neutre justement, mais s'il y a de la violence, s'il y a du danger, là, je me dois d'intervenir et de quelque part crever l'abcès. Et ça, c'est hyper délicat. Donc, quand je constate qu'il y a des comportements qui débordent, c'est vraiment délicat à aborder et aussi au risque de perdre le couple parfois. Oui. Je pense aussi à des situations où il y a des addictions. Voilà. S'il n'y a pas quelqu'un qui se prend en charge à part, en fait, on ne peut pas accompagner le couple parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est complètement illusoire de penser que c'est le couple le problème et il faut aider la personne qui a trop grande difficulté. Mais il y a des personnes qui pensent que c'est plus facile de dire que c'est le couple le problème plutôt qu'il y a des problèmes des deux côtés à gérer et à pouvoir oui, tu veux dire que c'est plus facile de dire c'est le couple qui a un problème que plutôt que de se réparer soi-même avant de se remettre en question, c'est etc. Ça. Et au niveau des questions qui reviennent le plus souvent, c'est des conseils. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'un couple fonctionne? Je n'ai pas vraiment de conseils. Après, par exemple, moi, je suis toujours étonnée par les personnes sont coordonnées leur agenda, ont pris rendez-vous chez moi, mais elles n'ont pas pris le temps de prendre rendez-vous, elles, ensemble. Elles sont débordées par leur travail, les obligations, les tâches ménagères, les enfants éventuellement. La charge mentale, quoi. Oui, mais aussi, voilà, on a des vies bien rythmées. Et peut-être, je vois, oui, il y avait le mariage de X ou il y avait le concert de Y et on a pris du temps, mais tous les deux, est-ce que vous êtes datés? Est-ce que vous avez fait un rendez-vous en fait amoureux? Est-ce que vous avez pris le temps pour vous? Non, c'est vrai. Oui, mais après, on culpabilise. En fait, vous êtes la priorité de la famille que vous avez construite aussi. Et si vous avez pris le temps d'en prendre rendez-vous avec moi, vous avez aussi le temps et le devoir quelque part de vous offrir ce moment de qualité ensemble. Donc ton conseil, ça serait de faire des moments ensemble, quoi. Rien n'est acquis et de ne pas lâcher niveau. Un couple, c'est aussi du travail. On compare souvent à un jardin. Si on ne va pas travailler, en fait, on ne peut pas s'attendre à ce que ça porte ses fruits. Les signaux d'alerte pour où tu te dis, là, mon couple, il est en danger pour telle et telle raison. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, j'aime beaucoup le travail de chercheurs et psychologues Julie et John Gottman, un couple américain. Ils ont fait des études qui montraient qu'ils arrivaient à prouver assez facilement les risques, on va dire, pour le couple de se séparer. Et il y avait 4 items qu'ils ont trouvés qui sont appelés les cavaliers de l'apocalypse du couple. Okay. Et là, on voit qu'il y a la critique, la contre-attaque, en fait, quand il y a une sorte de comportement défensif, toujours. Le retrait, c'est-à-dire l'évitement, en fait, on ne participe plus vraiment à la conversation du couple, on se met vraiment à part. Oui. Et le pire, on dit que c'est vraiment
le plus inquiétant, c'est le mépris. À partir du moment où on ne considère plus l'autre, où il n'y a plus de respect, on ne voit pas comment un couple il peut... Donc voilà, après, ça me semble assez évident, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. C'est parlant en tout cas, là, quand tu nous expliques, on comprend très bien les grandes lignes pour avoir des signaux quand même visibles, quoi. Et comment tu peux... quel conseil tu peux donner pour retrouver un peu le dialogue dans le couple? Je ne veux pas faire ma pub, mais voilà, si c'est difficile seul, d'avoir une personne neutre qui peut... alors neutre peut-être pas, mais en tout cas extérieure, qui peut donner des éclairages. Des clés, ouais. Ouais. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est si moi je dessine un 6 au sol, tu vas voir un 9. Ah oui. Et on aura raison toutes les deux. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait. C'est que j'ai l'impression que j'ai des personnes très sincères en face de moi qui ont deux versions de l'histoire. Et pour autant, est-ce qu'il y en a une qui est vraie et l'autre fausse? Je trouve ça vraiment très vrai ce que tu dis, parce que même si, par exemple, moi, s'il y a un couple d'amis qui va me raconter un peu ses problèmes, des fois, je suis d'accord à 50% avec un, et à 50% avec l'autre, c'est exactement ce que tu dis. C'est la version de l'histoire, quoi. Finalement. Ouais, et ça, c'est assez passionnant dans mon métier. Ah bah oui, moi, je serais passionnée de ce métier aussi. Et je te le disais quand on a préparé un peu l'enregistrement, je te disais que j'étais hyper contente de t'avoir, parce que c'était un des sujets, les premiers que je voulais aborder sur cette chaîne, parce que j'adore les relations humaines. Et le couple, c'est passionnant, quoi. J'imagine que toi, tu dois avoir plein d'anecdotes et plein d'histoires sur les couples, et c'est passionnant, je pense. Oui. Après, bon, petite parenthèse pour ne pas romantiser mon métier aussi, c'est énormément de charge émotionnelle, c'est énormément de traumas, de moments difficiles et voilà, j'ai des personnes vraiment en détresse devant moi, donc voilà, bien sûr qu'il y a des côtés réjouissants, puis quand on voit qu'on arrive à les accompagner sur de long terme et qu'on voit que ils sont complètement... transformés, qu'ils ont vraiment trouvé des clés de l'apaisement, ça fait vraiment plaisir. Oui, parce que tu as le côté où c'est dur, mais je pense que quand tu arrives à réussir ta thérapie, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et que le couple repart avec des clés et qu'il se sent bien, et je sais pas si après tu as un suivi derrière des couples, mais ça doit te galvaniser, quoi, C'est parfois, oui, très satisfaisant de voir quelqu'un qui arrive à comprendre ses mécanismes, à changer ses comportements et à aller mieux. Mais voilà, bon, c'est avant tout le travail de la personne, pas le mien. Après, ce qui est dur, c'est parfois des personnes qui vont annuler le rendez-vous et on ne sait pas du tout si... ils vont bien ou pas, et qui disparaissent dans la nature. Alors effectivement, ils ne me doivent rien, mais quand même, parfois quand il y a des situations un peu préoccupantes, ça c'est... Ça t'est arrivé d'avoir plusieurs consultations avec un couple et que du jour au lendemain, ils te donnent plus de nouvelles Oui, alors déjà, on ne peut pas correspondre à tout le monde, donc parfois... c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient d'une thérapeute, d'une thérapie, donc voilà, ça... Il n'y a pas de souci, et c'est aussi pour ça que voilà, je m'assure toujours que c'est ce que les personnes attendent. Après, je m'adapte plus ou moins, mais je ne peux pas correspondre à 100% à tout le monde, bien sûr. Et après, je peux aussi adresser à des consoeurs et confrères avec grand plaisir. Après, souvent dans ces cas-là, c'est quand il y a une personne qui commence à ne plus être présente dans la thérapie, et le couple peut avancer s'il y en a un qui ne veut plus travailler. Oui, bien sûr. Et puis parfois, c'est quand on commence à affroger un sujet qui est trop délicat. Oui, ça s'en va en courant, quoi, pour ne pas aborder le sujet. Oui, s'ils ne sont pas prêts. Là, je t'ai préparé des petits vrais et faux. Ok. Et, je voulais avoir ton avis sur certains sujets. Donc, bon, le plus gros du travail, c'est de dire vrai ou faux. Mais bien sûr, si tu veux apporter de la nuance, rien ne t'en empêche. Donc, la première question, c'était... Enfin, la première affirmation, c'était « Il ne faut jamais se coucher fâché ». Vrai ou faux? Alors, déjà, je pense que je vais te dire à chaque fois probablement qu'il y a de la nuance et que c'est difficile de faire vrai ou faux et qu'il n'y a pas de réponse établie à tout. Personnellement, j'aurais tendance à penser que si on est vraiment fatigué, si on n'arrive plus et que c'est stérile et que ça fait que s'envenimer, peut-être parfois il faut se coucher fâché, mais la plupart du temps, ce serait quand même bien d'arriver à dire « Ok, là, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien ». Et puis, parfois, c'est quand on commence à affroger un sujet qui est trop délicat. Donc, voilà,
toujours dans les disputes, peut-être, soit d'avoir un mot de sécurité, un safe word, en fait, de dire, on définit à l'avance que ce mot-là, en fait, c'est « attention, on va trop loin et j'ai peur ». Et peut-être il faut que tu me rassures que c'est pas parce qu'on se dispute que tu vas me quitter ou que tu m'aimes plus ou quoi. Peut-être aussi dire là j'arrive plus à réfléchir, j'ai mon cerveau en compote. Est-ce que je peux ou on peut aller sortir faire une balade ou voilà m'aérer ou juste je sais pas, je vais me prendre une douche, un bain, je m'écoute une chanson et puis après on essaye de reprendre calmement. Mais voilà, si j'imagine il est très tard et que le lendemain on se lève aussi, au bout d'un moment on a besoin de repos. Si on arrive à dormir. Oui. Bon. Si l'embrouille n'est pas trop grosse pour dormir, quoi, ouais. Les opposés s'attirent. Oui, mais l'inverse aussi. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Oui, c'est vrai. Donc, les deux, et heureusement. Oui. Heureusement. Un couple heureux ne se dispute jamais. Ah, alors là, faux. Là, on a le premier vrai faux que tu nous donnes sans hésitation. Oui, parce que je pense que c'est assez rare. Après, je pense que ça existe quand même. Je pense que c'est assez rare. Est-ce que ça dénote quelqu'un qui va être trop souple pour être politiquement correct et qui va dire oui à tout ? Est-ce qu'il y a un rapport de domination qui fait que la personne n'ose pas s'exprimer en fait s'il y a des désaccords ? Après, bien sûr, d'une personne à l'autre, les disputes, ça peut être les assiettes qui volent et là, on est dans la violence. Ou peut-être que quelqu'un qui va jamais hausser la voix, mais on a l'impression que c'est pas une dispute de l'extérieur, mais peut-être c'est vécu comme tel. Donc, oui, mais tu dirais la globalité, tu peux te disputer et être un couple. En tout cas, on peut discuter de façon animée et disputer. Voilà, si ça fait avancer les choses, c'est plutôt positif. La jalousie est une preuve d'amour. Ah oui, alors là, je vais être plutôt non. La jalousie, elle parle souvent de soi et de sa peur, de son manque d'estime de soi ou du manque de confiance en l'autre. Ouais. Donc, est-ce que ça vient d'expériences négatives du passé ? Est-ce que ça vient de son enfance et du fait qu'on ne pense pas que la personne elle peut nous choisir, nous, et qu'elle peut être attirée par les autres ? Mais la jalousie, elle peut être très, très dangereuse. Donc, Et même dans l'autre sens, quand on attend que quelqu'un soit jaloux ? Est-ce qu'on a besoin de cette preuve-là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres preuves d'amour plus saines à attendre de l'autre ? Oui, c'est ça. Oui, je pense que la jalousie, c'est un vrai poison dans un couple et je pense que c'est un peu banalisé. Je trouve que c'est quelque chose qui est banalisé dans un couple. On se en général, quand on discute avec quelqu'un, c'est rarement qu'on dit « Ah oui, mais il est trop jaloux c'est pour ça qu'on s'est séparés et tout. » Ça arrive qu'on entende ça, mais je trouve que c'est vraiment, pour moi, en tout cas à titre personnel, c'est quelque chose de très compliqué, la jalousie, quoi. Et c'est romantisé. On le voit dans les films, on le voit dans surtout les romans maintenant avec la dark romance, etc. Donc non... on ne possède pas quelqu'un, déjà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important. Et oui, il y a d'autres preuves d'amour à trouver, quand même. Alors là, j'en ai une autre qui va être, à mon avis, qui va faire... Tranchée. Ouais. Enfin non, peut-être pas, mais on peut aimer 2 personnes en même temps. Ah oui, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Et ce serait quand même cocasse que l'amour amoureux, ce serait le seul où on ne peut pas aimer plusieurs personnes. On aime plusieurs amis, on aime plusieurs enfants, plusieurs parents, plusieurs membres de la famille. Pourquoi on ne pourrait pas aimer amoureusement plusieurs personnes ? Alors après, il y a des personnes qui diront non, c'est pas un amour pur. Ouais. Là, on est quelque part, on est dans les croyances et on est dans la société qui nous a présenté une vision de l'amour. Mais en tout cas, je peux comprendre que des gens aiment 2 personnes à la fois. Vraiment. Moi, comme je t'ai dit, j'essaie d'être le plus inclusif possible et je peux recevoir aussi des personnes qui sont en situation donc, de polyamour. Ou, voilà. Donc, en tout cas, je ne serais pas choquée si une personne me dit qu'elle a plusieurs personnes qui l'aiment ou qu'elle aime. Du moment que chacun y trouve son compte. Et que ça respecte aussi la volonté de l'autre. Oui, voilà, le consentement, évidemment. Les enfants sauvent un couple. Les enfants sauvent un couple, non, je pense qu'on ne peut pas construire une cathédrale si on a des bases qui ne sont pas très solides. Il faut des bonnes fondations. Oui, on entend beaucoup ça. C'est quand même assez cocasse quand on voit la difficulté que ça peut être pour les familles. Et le défi que c'est d'avoir des enfants.
quelque chose qui va te parler. Quand on consulte un thérapeute, c'est que le couple est fini. Alors non, ça peut l'être malheureusement, mais c'est que là on a pris les choses trop tard et qu'on dit c'est notre dernier recours ou moi je pense qu'il y a certains couples qui viennent me voir pour dire tu vois on a essayé, ça n'a pas marché parce que je les sens pas impliqués dès la première séance et souvent c'est ceux qui reviennent pas. Voilà, comme si une séance allait suffire déjà. Oui. Donc pour rappel, la première séance en thérapie de couple, c'est la séance où je vais écouter, mais moi je vais pas agir forcément. Oui. Je vais prendre le plus d'éléments possible. Je vais laisser une parole aussi très libre pour voir la dynamique et qui prend plus la parole ou pas. Mais ça va être ensuite dans le futur, dans les prochaines séances, on va pouvoir vraiment aller travailler et que je peux mettre des exercices, des méthodes en place. Ah oui, tu fais aussi des exercices pendant Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est des exercices qu'ils doivent faire chez eux ou les deux? Je peux, mais alors toujours avec l'accord, comme en sexothérapie, toujours s'ils sont d'accord, s'ils ont le temps, s'ils ont l'envie. Et puis surtout, s'ils reviennent et ils me disent on l'a pas fait, je dis il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Pas de devoir. Tu les engueules pas. Mais voilà, mais sinon c'est en séance aussi. Les hommes parlent moins de leurs émotions que les femmes. Alors, même si j'aime pas beaucoup les généralités, on sait qu'on est éduqué différemment. Si on est assigné fille ou garçon à la naissance, on entend beaucoup, les garçons ça pleure pas. On éduque les petites filles à être plus souriantes, plus dans le soin et l'attention de l'autre. Ouais. Et l'empathie va être différente. Encore une fois, c'est des généralités. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup d'hommes seuls qui viennent me voir et qui me disent je n'ai jamais dit ça à personne. J'ai jamais parlé de ça à mes amis ou à ma compagne. J'ai jamais eu personne à qui parler de cet événement qui s'est passé parfois des dizaines d'années avant. Il y a quand même aussi quelques hommes qui me disent qu'ils n'ont pas d'amis. En tout cas, qui ne parlent pas de sujets, on va dire, émotionnels, qui parlent de la pluie et du beau temps peut-être. Et ça, je suis quand même assez étonnée. C'est vrai que, encore une fois, c'est un biais, puisque c'est ceux qui viennent me voir. Hein, mais, oui, c'est ceux que tu as la chance de côtoyer, donc tu vois un peu les profils. Mais ok, ouais, donc on dirait plutôt vrai, finalement. Selon mon expérience, qui n'est pas la réalité, forcément. Et la dernière, il faut tout dire à son partenaire. Alors là, non. On a droit à notre jardin secret. On n'a pas partenaire ou autre personne. On n'a pas à tout dire à quelqu'un. Et d'ailleurs, même pas à son thérapeute ou sa thérapeute. Mais oui, il y a vraiment le droit à un jardin secret. Par contre, là où on entend ça, ça va être par rapport à l'infidélité parfois. Oui. Et dans un couple, souvent, il y a un contrat qui soit clair ou tacite. Probablement il faudrait avoir cette discussion assez tôt de qu'est-ce qu'est une tromperie pour toi, où est-ce que ça commence, et là on voit qu'il y a une interprétation très différente selon les personnes. Ok, alors là on va passer à une partie de cette entrevue entre nous concernant les questions en fait j'ai mis une boîte à questions sur Instagram et les personnes ont été très enjouées par cette boîte à questions et ils nous ont posé des questions. Donc, je pense que c'est cette partie qui va intéresser la plupart des personnes qui nous écoutent. Donc, je vais te poser des questions et tu vas me répondre, bien entendu. Après, si tu ne peux pas nous répondre, tu nous le dis. Mais en tout cas, sache que c'est les questions que les gens ont posées quand ils ont su que je recevais une... Bon, ça fait plaisir de faire participer les éditeurs, auditrices. C'est ça. Tu as été très attendue sur le podcast. Alors, est-ce que toi-même, tu as consulté un thérapeute de couple ou une thérapeute de couple ? Non, j'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que dans le futur, c'est quelque chose que j'envisage beaucoup plus facilement maintenant que je sais ce que c'est, parce que je parlais tout à l'heure des représentations erronées, finalement, de ce que c'est. Donc, je m'imagine vraiment le faire en prévention quand il y a des choses qui reviennent. Et je pense que c'est important de dire aussi que c'est pas parce qu'on est thérapeute de couple qu'on a forcément des clés pour soi non plus, parce qu'on n'a pas le recul. Donc, je pense que je pourrais le faire. Et après, moi-même, de manière individuelle en tant que thérapeute, je suis suivie, que ce soit en termes de supervision. Donc, c'est un thérapeute qui a
au minimum 5 ans d'expérience de plus que nous pour avoir ce côté un peu mentorat, conseil, Ok. avoir un peu de recul aussi parce que des fois c'est difficile émotionnellement. Et j'ai aussi plusieurs groupes d'intervision. Donc là, c'est des consoeurs confrères où on peut aussi, de manière anonyme bien sûr, mais poser un cas clinique en disant bah, j'ai cette situation où j'ai fait ça, ça et ça. Voilà, un œil extérieur aussi peut nous donner des conseils ou trouver quelque chose qu'on n'aurait pas identifié. Ok, ça c'est bien de le dire parce que je pense que les gens ne le savent pas, que c'est autant quand même contrôlé, enfin on va dire contrôlé, ouais. Enfin, tu sais, on peut croire que thérapeute de couple, c'est un peu... Oui, c'est pas réglementé, donc Voilà, c'est ça. effectivement, il y a des personnes qui vont pas avoir les appuis derrière, et moi, ça me tient vraiment à cœur de faire les choses bien Ouais. et de donner la meilleure qualité possible. Puis ça montre que c'est quand même encadré et que toi, tu peux te reposer un peu, enfin, comme tu dis, le cas Oui, clinique. oui, oui. Voilà, t'as pas la science infuse non plus et des fois, t'as besoin Hmm. d'avoir un avis recul, donc je trouve ça important de le dire en tout cas. Quels sont les pires red flags pour toi? Donc, peut-être il faut préciser, red flag, ce serait signaux d'alerte, en fait, pour ceux qui ne seraient pas forcément... On a parlé des cavaliers de l'Apocalypse de Gottman, mais voilà, je pense que du moment qu'on identifie qu'il y a de la violence, qu'il y a un trop grand déséquilibre, qu'il y a une parole quand il y a des personnes qui marchent sur la pointe des pieds en disant je ne peux pas aborder tel sujet ou je suis forcément renvoyée à telle situation parce que on ne veut pas écouter mes besoins ou mes envies. Voilà, ça commence à alerter. Et après, il n'y a pas de choses universelles non plus, si ce Ouais. n'est voilà, un déséquilibre, de la violence. Oui, la violence, bon, ça, c'est même pas une question. Évidemment, Mais bon, ouais. Si on est sceptique à ce genre de thérapie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? c'est là où je pense que la personne qui a posé cette question, elle a peut-être une mauvaise vision, parce que, voilà, encore une fois, on n'en a pas forcément des bonnes représentations, parce que je pense pas qu'on ne peut pas croire à l'écoute et à la communication. C'est vraiment la base de Ouais. mon travail. C'est d'écouter les personnes, de traduire si besoin, d'interpréter, de demander si finalement derrière cette idée, il n'y a pas cette idée-là qui revient, et de défaire un peu la pelote de laine et d'essayer de tisser derrière. Oui, en fait, toi, t'es juste là pour essayer que la communication se passe encore mieux dans le couple, finalement, et c'est une aide comme on pourrait avoir une aide dans la vie, quoi, finalement. C'est une clé. Quel est le point de non-retour, selon toi? Le point de non-retour, je vais être redondante, pour moi, c'est s'il y a de la violence, s'il y a une atteinte à l'autre. Et souvent, je vois que la violence, elle est juste catégorisée comme physique. Et on considère trop peu la violence verbale, les comportements de dénigrement, des comportements en fait qui font que la personne est touchée dans son intégrité, dans son estime d'elle-même. Donc parfois je pose la question directement quand je sens qu'il y a des choses difficiles. Est-ce qu'il y a de la violence? Non, non, la personne ne m'a jamais touchée. Ok, bon, on va reposer la question de manière différente, et là on voit qu'il y a des comportements qui sont pas acceptables. Donc toi, pour toi, la tromperie, c'est pas un non-retour? La tromperie, c'est pas un non-retour. Moi, je pense qu'il y a des couples, et je le vois, qui se reconstruisent. Après la tromperie, Oui, ouais. oui, oui. Ça, je pense que ça va intéresser plusieurs personnes, ouais. Bah, ça prend forcément du temps, ça prend Oui. forcément du travail, mais on le voit. Mm. Oui, pour toi, tu peux tromper en aimant la personne? Oui, déjà, souvent la tromperie, comme on disait pour la jalousie, ça dit plus quelque chose de la personne qui trompe que du couple parfois. Ouais. Et après, bien sûr, tout dépend de la longévité de l'histoire du couple, de énormément de paramètres. On ne va pas considérer pareil quelqu'un qui trompe au bout de 6 mois et quelqu'un qui trompe au bout de 20 ans. Donc, c'est pas les mêmes histoires aussi. Oui, bien sûr. Et pour ça, il faut venir te voir en consultation. Vois-tu une différence de résistance dans le couple à travers les générations?
Sur la résistance du couple, je pense qu'il y a aussi un contexte. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité à rencontrer des personnes. Il y a évidemment les réseaux sociaux, les applications de rencontres, plus de tentations. On voit plus de personnes peut-être dans notre carrière professionnelle. Avant aussi, il y avait des femmes qui étaient peut-être isolées au foyer. Il y avait des situations où peut-être on était né dans un village et on n'allait pas forcément voyager, on n'allait pas forcément trop... Donc voilà, il y a plus d'opportunités aussi qu'avant, mais c'est pour ça qu'avant, il n'y a pas de tromperie. Voilà. Et comme on disait, la résistance du couple, si il y avait des personnes qui n'avaient pas les moyens financiers ou sociaux de partir, c'était pas de la résistance, mais... Mais d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, hein. Il y a des Oui. personnes qui ont des difficultés financières et qui peuvent pas... On sait qu'il y a des femmes qui ont une très grande précarité, qui se retrouvent avec des enfants, et oui, malheureusement, oui. Donc ça, il y a des choses qui changent pas malgré les années, quoi. Est-ce qu'on arrive réellement à passer au-dessus d'une tromperie? Ça, tu nous as un peu répondu, mais du coup, tu dirais que oui. Je vois des exemples, bien sûr. Il y a énormément de paramètres. Chaque histoire est différente. Oui. Mais après, voilà, ça demande du temps, ça demande de la communication. Et on ne peut pas imaginer que c'est le même couple, en fait. On reconstruit un nouveau couple et on reprend une nouvelle histoire. Ah oui, d'accord. Tu veux dire que ça sera jamais, ça sera jamais le couple que tu as connu avant la tromperie. Ouais. Mais si les deux parties le veulent, tu peux reconstruire quelque chose de nouveau finalement. Oui, et je pense qu'après, il faut aussi avoir plusieurs phases où voilà, on va en discuter profondément. Et puis au bout d'un moment, après, de dire, de plus aller dans où la curiosité morbide, d'imaginer qu'il peut y avoir un pardon, où on ne va pas remettre tout le temps ça sur le tapis, sinon là, il y a un poison qui reste un peu dans la relation. Oui, ça justement, j'entendais... j'ai écouté une interview d'une thérapeute justement de couple et qui disait ça, qui disait que il faut surtout pas raconter la tromperie qu'on a fait. Il y a des détails qu'il faut garder pour soi, il me semble, parce qu'après ça peut vite créer des scénarios et des films toxiques. Mais là, je vous renvoie à un modèle, on va dire, qui est Esther Perel, qui a écrit « Je t'aime, je te trompe », qui parle en fait de ce que ça peut impliquer, l'infidélité et de ce que ça dit de la personne qui trompe souvent. Mais en tout cas, on voit que c'est terriblement banal. Donc, Ah oui, ça c'est clair. Et c'est intéressant que tu nous donnes un livre, je le mettrai dans la description du podcast parce que je pense que ça peut intéresser quand même pas mal de personnes sur ça. Alors là, je te la lis comme elle est arrivée. Donc, on veut du croustillant, la raison la plus insolite de la venue d'un couple. Ah, alors du croustillant, c'est là où vous allez être tellement déçus. Parce que bien sûr que j'aurai des choses à vous raconter, mais imaginez que vous avez été un client, une cliente à moi et que vous voyez votre histoire personnelle qui est peut-être un drame ou un traumatisme être exposé comme une petite anecdote. Ce serait vraiment très, très malvenu de ma part, donc j'ai un devoir de confidentialité. Je peux parler de généralité, de statistiques. J'ai beaucoup de couples qui viennent me voir pour X, j'ai beaucoup de personnes de tel âge, etc. Mais tu peux pas nous... Non. Donc le croustillant, tu le gardes pour toi, malheureusement. Est-ce que tu prends parti dans les thérapies? Non, il y a des couples qui arrivent en disant qui a raison, dites-moi si essayez de convaincre X. Donc évidemment que non. Je peux pas me permettre de prendre parti. Bien sûr, je peux avoir mon opinion personnelle, mais voilà, il y a la thérapeute en face de vous et pas la personne. Et voilà, je vais essayer de mettre en place des techniques de communication, des exercices qui font que on va essayer de construire des ponts et de trouver un terrain d'entente. Ok. Et qu'est-ce qui te surprend le plus dans ton métier? Alors, j'ai déjà parlé de la différence de version d'une personne à l'autre. Mais sinon, pour aller vers la sexothérapie, c'est assez fou en fait de voir à quel point les personnes ne connaissent pas leur corps et leur fonctionnement. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est revenu sur le tapis après 20 ans où la loi est passée. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle est pas au rendez-vous. Et parfois, elle est aussi biaisée. Il peut y avoir des opinions politiques ou religieuses qui s'en mêlent.
Donc, j'ai des personnes qui n'ont pas été à la rencontre de leur corps, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne, qui me posent des questions où vraiment je suis très surprise. Je ne pensais pas que ce serait à ce point. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ça qui t'a surpris le plus Ouais. dans ce métier-là. Ouais. Et d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, je crois, mais tu préfères la thérapie ou plutôt le côté sexologie? Je sais pas si j'ai posé la question, je pense Non, pas. en fait, bon, moi, je suis sexothérapeute Mhm. avant d'être sexologue clinicienne. Donc, de toute façon, c'est de la thérapie, quoi qu'il en soit. Mais en fait, j'adore la diversité de mon métier. C'est qu'il Oui. y a des fois où je vais effectivement être dans l'anatomie, dans plus un côté technique, et d'autres où on va être vraiment sur du subjectif, des émotions. Mais de toute façon, tout se rejoint. Oui. Donc, Oui, je pense que c'est... Enfin, ouais, je travaille tout sur est... tous ces aspects-là. Bien sûr. Alors là, on a répondu aussi un peu, mais peut-être tu as quelque chose à ajouter. Les réseaux sociaux ont-ils changé la manière dont le couple fonctionne? Oui, donc j'avais parlé un peu de la surveillance et de la jalousie, mais on peut rajouter le côté sublimé et le côté le couple parfait, la demande en mariage parfaite, les enfants modèles, Ouais. la maison bien rangée, les comparaisons en fait qui sont mais terribles en fait. Et puis évidemment avec tout ce qui est filtre et IA, n'en parlons pas, le rapport au corps Oui. de voir tout le temps des corps parfaits, des chevelures incroyables. Mm. Tout est lisse et tout est étincelant. Donc ça, c'est assez terrifiant de voir les effets que ça a. Quand poser des limites avec la belle-mère sans culpabiliser et sans se disputer avec son conjoint? Oui, alors effectivement, on a envie de sourire, même si c'est pas du tout drôle. C'est une situation qui mériterait voilà, d'être prise dans sa globalité et je peux pas répondre de Oui, manière bien toute sûr. faite. Mais ce que je veux dire, c'est poser des limites, c'est un respect de soi. Et moi, je vois beaucoup poser des limites, ça peut être vu comme une punition par l'autre. Alors que, voilà, on a le respect de l'autre, mais le respect de soi, c'est avant tout de savoir poser des limites. Et je vois les personnes, on va dire, on appellerait ça les people pleasers, les personnes qui veulent toujours faire plaisir à l'autre. Elles se font bouffer de l'intérieur parce qu'elles n'arrivent pas à dire non. Ou moi, j'apprends parfois, en fait, j'ai des exercices où bah, peut-être on va pas dire non, mais on va dire oui, mais. Oui. Ou alors peut-être, ou alors je réfléchis, ou je sais pas, parce que c'est difficile aussi, on nous apprend pas forcément à poser des limites. Et là, je parle d'un sujet aussi qui est important, c'est le consentement, il est pas que sexuel, le consentement, et la belle-mère, elle ne fait pas partie du couple. Oui. La personne qui est concernée, elle doit aussi intervenir avec sa famille. Un couple, c'est avant tout une équipe. Donc, c'est un équilibre qui est difficile avec la famille, la belle famille. Mais voilà. Et tu dirais que la personne, du coup, dont c'est la belle-mère, par exemple, si dans un couple, là on parle c'est une fille qui a posé la question, donc c'est la mère de son conjoint, tu dirais que le conjoint, il faut aussi qu'il prenne parti ou qu'il s'impose un peu plus dans la relation, ou qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense que c'est important de gérer avec nos parents aussi si ça a un impact sur notre couple. Mais encore une fois, on ne comprend pas bien la situation non plus, donc c'est difficile de répondre. Bien sûr. Mais est-ce que ça, t'en vois beaucoup qui ont des problèmes avec leur belle-mère? Parce que ça, c'est vrai que c'est un cliché qu'on entend souvent, ah, ma belle-mère, ma belle-mère. Mais est-ce que tu trouves que c'est la réalité, en tout cas dans les clients que t'as, quoi? Oui, ça peut revenir, mais c'est pas aussi présent qu'on peut le voir dans la pop culture, qui en fait une figure, voilà, la marâtre. Les beaux-pères n'ont pas si mauvaise réputation. C'est vrai que c'est souvent la belle-mère. Hein. Quel est le problème le plus récurrent? Probablement parce que je suis aussi sexothérapeute. Moi, j'ai énormément de couples que je reçois pour un décalage de désir. D'accord. Y en a un qui a pas, qui a jamais, ou qui n'a plus envie, ou qui a moins envie, et ça prend trop de place dans le couple. Ça, c'est une des premières raisons de consultation dans les sexothérapies de couple. Ah, ça, je pensais pas, tu vois. Alors, est-ce que parfois, tu recommandes la séparation dans un couple? Alors, moi, je recommande rien. Parfois, comme on l'a dit, je pense intimement que c'est ce qui devrait se passer, mais j'ai pas mon mot à dire. Je suis qui pour décider de la vie des gens? Donc, moi, je continue à accompagner les personnes tant qu'elles sont impliquées, tant qu'elles le souhaitent. Si, encore une fois, il y a un équilibre et qu'il n'y a pas de situation de danger, bien sûr.
c'est aux personnes à prendre leurs décisions. Moi, je ne recommanderais du tout. Et est-ce que des moments, tu leur dis d'ailleurs, c'est bon, là, c'est OK pour moi, pour moi, vous avez terminé votre thérapie. Pas forcément dans le sens il faut se séparer, mais imaginons que voilà, ils ont réglé leurs soucis. Est-ce que tu leur dis ou non, tant que eux le décident pas, tu continues à... Il y a toujours quelque chose à creuser, quoi. Oui, c'est rare quand même qu'ils continuent à venir et je sens qu'il n'y a pas forcément de sujet à traiter. Dans ces cas-là, je peux dire qu'est-ce que vous voulez qu'on traite pour la première séance, et de recentrer un peu leur demande. Okay. Régulièrement, en sexothérapie, en thérapie de couple, il y a une demande, elle évolue énormément. Surtout, il y a la demande officielle et souvent la demande cachée. Et là, à moi de recentrer. Et je peux faire aussi l'exercice de imaginer, pour X raison, c'est pas moi. Vous voyez une remplaçante, un remplaçant à moi, et vous devez refaire une demande. Donc là, il va falloir aller creuser de quelle est ma priorité aujourd'hui, puisque j'ai évolué, ma demande a évolué, j'ai peut-être traité des sujets, j'ai avancé dans ma problématique. Ok. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire en couple? Infidélité, savoir ou ne pas savoir? Alors, toutes les vérités sont bonnes à dire, pas forcément. Je pense que parfois, il y a des choses qu'on peut garder pour soi. Évidemment, on n'a pas du jardin secret. L'infidélité, moi, la question que je poserais, c'est qu'est-ce que vous attendriez de la révélation? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est la fin du couple? Est-ce que c'est justement de pouvoir avancer vers un nouveau couple, un apaisement? Voilà, si on ne souhaite pas le dire, est-ce que c'est parce qu'on a peur de la fin du couple? Est-ce que... Oui. Voilà, c'est plutôt ce qu'il y a derrière, finalement. Ok. Évolution de la sexualité dans un couple? Comme on l'a dit, de toute façon, il y a une évolution. Je connais peu de couples qui, après 20 ans, continuent comme quand ils étaient à 6 mois de couple. Donc, il faut accepter qu'à un moment, il y a un décalage aussi. Ouais. Il y a des défis personnels au-delà de défis de couple. Il y a une charge mentale, une charge professionnelle. Il y a des choses qui peuvent être impactantes. Pour les femmes, il y a aussi des choses qui sont liées à leur cycle. Bien sûr, moi, je vois beaucoup aussi des maladies gynécologiques, des grossesses qui impactent le rapport au corps et la ménopause aussi. Donc, forcément, ça va beaucoup plus impacter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dysfonction et de problématiques au niveau d'un homme, mais on va dire qu'il y a plus de paramètres à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que nous, on a beaucoup plus de choses à gérer de ce niveau-là que de cycles, de choses comme ça. Exactement. Est-ce que les hommes ont plus tendance à se reposer sur leurs acquis et à avoir moins envie sexuellement parlant? Je pense que là encore, c'est des généralités. Je ne vois pas qu'ils se reposent particulièrement sur leurs acquis. Là, on est face à une chose, c'est que ce soit les hommes ou les femmes, il y a aussi les hormones qui rentrent en compte. Et oui, la baisse de la testostérone qui est forcément présente à partir d'un certain âge, elle peut impacter la libido, mais après, ce n'est pas forcément lié qu'aux hormones. Donc, okay. Je pense qu'il n'y a rien d'établi dessus. Oui, tout est un peu... c'est du cas par cas, quoi. Exactement. Est-ce que ça dit quelque chose sur la relation si c'est toujours une des deux personnes qui en demande, en fait, sexuellement parlant? Alors, il y a le désir spontané et il y a le désir réactif. On voit quand même qu'il y a un modèle qui a été théorisé et qui a été étudié, qui est prouvé, c'est qu'il y a plus souvent un modèle donc de désir réactif chez la femme. Bien sûr, ce n'est pas chez toutes les femmes et ce n'est pas à tous les âges. Mais en parlant assez simplement, ça ne va pas avoir du tout le même impact pour nous d'aller dans un rapport sexuel qu'un homme, il va être prêt beaucoup plus rapidement. Nous, il y a des mécanismes qui prennent beaucoup plus de temps, sans rentrer dans les détails. Donc, il peut y avoir aussi un engagement physique et émotionnel plus fort à aller dans un rapport sexuel. Donc, ça peut jouer. Le côté désir réactif plutôt que désir spontané.
Et ça veut pas forcément dire que le couple est fini quand il y en a un qui a moins envie sur une période, quoi. Non, parce que voilà, on peut appliquer ça à d'autres choses. Alors, ça peut paraître un peu ridicule, mais il y aura peut-être un qui aura plus envie de faire du sport, un qui aura plus envie de sortir. Et voilà, c'est des modes de vie, des préférences et voilà, on n'a pas la même énergie non plus tout le temps. Et pour finir, peut-on venir faire une thérapie donc seule et célibataire? Donc ça, c'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Bien sûr, oui. Et t'en as quand même pas mal qui viennent Oui, tout à fait. Alors, plus des hommes, Ah ouais. ce que je déplore un peu. De manière globale, il faut savoir que moi, je reçois, on va dire, presque par moitié des couples et des hommes. Et j'ai une petite minorité de femmes quand même. Alors ça, je pensais pas du tout, tu vois. C'est assez commun dans la sexothérapie, la sexologie. Peut-être que voilà... la communication, elle n'est pas la même au niveau des femmes qui ont peut-être plus de ressources de dire, en parler à leurs amis, en parler à leur gynécologue ou sage-femme. Est-ce que les hommes n'ont pas forcément un andrologue ou un référent neurologue, etc. Mais de manière générale, on a quand même cette croyance de souffrir, c'est normal, que ce soit pour les règles ou pour les rapports. J'entends des femmes qui disent non, je me force pas, mais bon, oui, quand même, j'y vais. Donc, une espèce de condition de la femme qu'on aurait intégrée comme c'est pas facile et on souffre. Donc, non, on ne doit jamais souffrir. N'hésitez pas à en parler à votre gynéco, votre sage-femme, votre médecin généraliste, vos amis, demander des conseils autour de vous et bien sûr de consulter sexo si besoin ou thérapeute de couple parce que il faut pas rester. La même chose avec la ménopause, en fait. Ça se prévoit, ça se discute pour mieux le vivre. Et c'est quelque chose que moi, je vais voir, mais dans la thérapie de couple. Okay. Et du coup, après, je peux recevoir des personnes en individuel, mais elles ne sont pas venues en premier lieu par rapport à ça. Oui, parce que ça t'arrive aussi de déceler quelque chose, ou justement, si on arrive à proche de la ménopause, et de dire, bon ben voilà, vous pouvez aussi faire une consultation pour ça. Et des fois, ça arrive comme une anecdote. Je vais recevoir une personne, elle me parle de son rapport à la sexualité. Et puis, la séance d'après, ah ben oui, mais parce que j'ai telle maladie gynécologique. Ouais. Ah oui, mais enfin, c'est quand même très important. Vous ne me l'avez pas dit. Ah ben, j'ai pas pensé, en fait. Donc, ça a un impact. Ça veut dire que votre corps, il est en souffrance, il est contrôlé. Vous êtes forcément impacté par ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc, on a ce côté, les femmes ont trop intégré. A contrario, les hommes, en fait, dès que ça touche à la virilité, ça va être beaucoup plus impactant pour eux, j'ai l'impression. Et alors, même si on considère qu'un homme qui a une dysfonction sexuelle, il va mettre en moyenne 7 ans à consulter. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Ouais. Ah oui. 7 ans, en plus, dans une vie, ça dépend à quel niveau de ta vie tu es. C'est une moyenne. Oui, mais il y en a qui me consultent assez rapidement et d'autres au bout de 20-30 ans. Mais, ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à nous apporter, quelque chose que tu voulais nous dire qu'on n'a pas eu le temps de dire? Bon, on en a parlé vite fait, mais bon, pour moi, voilà, le consentement, c'est la base de tout. N'oubliez pas que, certes, il y a le consentement sexuel, que même si vous ne mettez pas le mot forcé dessus, en fait, voilà, on devrait pouvoir communiquer et pas dire oui, bon, ok, allez, il n'y a pas de sacrifice à faire à ce niveau-là. Parce qu'après, ça crée justement des dysfonctions et des cercles vicieux. Donc, faites attention à ça. Et le consentement aussi, ça va être avec sage-femme, gynécologue, avec n'importe quel médecin. Et de manière générale aussi, transmettre la bonne parole à des enfants. Il y a quelque chose avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a quelque chose que j'ai entendu et qui me paraissait beau aussi. C'est peut-être de dire aux enfants qu'un secret, ça doit être positif. Et qu'un secret, c'est... on ne dit pas à papa qu'on a réservé cette activité parce que c'est le secret pour la fête des pères. Ouais. Voilà, c'est que du positif et on ne garde pas quelque chose pour soi qui fait du mal. Oui, ça, on voit beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de prévention sur ça et je pense que c'est nécessaire vu ce qu'on voit en ce moment. Bien sûr. C'est important de le dire. Donc aujourd'hui, on t'a reçu pour thérapeute de couple et sexologue. Si les commentaires sont bons, on pourra faire un épisode vraiment consacré peut-être plus niveau sexologie, parce que
Je pense qu'il y a, enfin, on pourrait faire 10 épisodes, je pense, sur le sujet, dans tous les cas. Mais on pourra, en tout cas, si les personnes sont en demande, faire un épisode un peu plus tourné sur ça. Bien sûr. Et moi, je te remercie pour tes anecdotes et ton parcours. Et merci beaucoup. Merci à toi pour tes questions, pour ton écoute. Et puis, j'étais ravie de répondre aux auditeurs, auditrices à travers cette boîte à questions. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, c'était très agréable. Bah oui, ça c'est sûr que c'était bien de faire partager aux gens, comme ça on a l'impression d'être un peu avec eux et de répondre à leurs questions, donc voilà. Tout à fait. Merci à toi. Un grand merci.